Salut Damien, Salut Jean-Christophe. est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Damien Moreau, j'ai 42 ans, j'habite sur Avignon depuis une vingtaine d'années. Je suis originaire du Nord-Est à la base, je suis né à Châlons-en-Champagne, à côté de Reims. Voilà. Et je pratique la peinture depuis pas mal de temps maintenant, depuis je dirais bien 20 ans. J'ai commencé par le graffiti dans ma province. Et quand je suis arrivé sur Avignon, j'ai commencé à mettre ça un peu plus de côté pour réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie et puis essayer d'approcher la peinture d'une autre manière. Qu'est-ce qui t'amène à créer aujourd'hui? Je pense que c'est avant tout un besoin parce que pour avoir déjà fait l'expérience, quand je touche pas un pinceau, au bout de 10-15 jours, ça commence à me titiller. Déjà très jeune, j'avais un regard sur l'image en règle générale, le graphisme, les vinyles de mon père, ce genre de trucs, où vraiment j'étais attiré par l'image, mais sans vraiment savoir pourquoi. Voilà. Et je pense que je suis de nature hypersensible sur la vie en général. On parlait de la guerre juste avant, ou ce genre de trucs, c'est des sujets qui m'ont marqué très tôt dans ma vie. J'ai jamais vécu la guerre, mais via les médias, tout ça, ça m'a vraiment impacté. Donc j'ai compris assez tôt que il fallait que j'apprenne à gérer mes émotions. Même si aujourd'hui encore, à 42 ans, des fois c'est dur, pour différentes raisons, mais voilà, c'est toujours un travail de longue haleine. Et je pense que c'est plus simple pour moi, enfin, de m'exprimer via le dessin ou la peinture que par les mots. Je pense que enfant, ou en tout cas au collège, j'ai développé un complexe de l'écriture et ce syndrome de la page blanche que je pense sincèrement encore l'avoir. C'est pas que j'ai rien à dire, c'est que je pense que j'ai tellement de choses à dire que je savais pas par où commencer en fait. Et ça a toujours été un peu mon problème à l'école, parce que en général, mon plan, je le finissais quand c'était l'heure de rendre la copie, quoi. Qu'est-ce qui t'amène à créer finalement? C'est ce besoin de pouvoir exprimer tes émotions profondes en fait. Mais même gamin, en fait, j'étais déjà un peu boulimique de ça, pas une boulimie de faire un maximum de dessins en une journée, mais plus de rentabiliser le temps. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de me dire en me couchant, bah tiens, j'ai pas perdu mon temps aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ça passe par la création d'une œuvre ou aussi une bonne action en fait, avec un individu ou enfin voilà, l'homme en règle générale. En tout cas, c'est ce qui donne du sens à ma vie et c'est ce qui me permet de me lever le matin. Est-ce que du coup tu peux décrire le moment où une œuvre naît? Je pense qu'il y a pas mal de peintres qui pourront peut-être te le dire. En tout cas, moi, je sais que je cogite beaucoup à la peinture, c'est vraiment présent dans ma tête tous les jours. Comme j'imagine un Zikos qui crée sa partition ou un rappeur qui cherche sa future rime, quoi. Il y a un peu ce truc où, quand je pense pas à ma chérie ou à ma fille ou à mes proches, ou voilà, j'ai tendance quand même à pas mal penser à la peinture et à surtout comment l'approcher pour les prochaines œuvres. Je pense pas qu'il y ait une méthodologie particulière, parce que si je reste trop longtemps à l'atelier et que je suis trop focus sur ça, à la fin, il n'y a rien qui sort. Ça commence à brouiller un petit peu toute ma réflexion. Les bonnes idées, souvent, elles arrivent quand tu t'y attends pas. Notre cerveau, c'est un disque dur, et du coup, c'est important des fois de bien ranger toutes ces idées, comme toutes ces émotions, dans différents tiroirs, et de faire de l'espace aussi pour pouvoir accueillir de nouvelles idées. Et moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que si à un moment donné, je sens qu'il y a un trop-plein et qu'il n'y a rien qui sort, ou même que j'ai pas spécialement l'envie, parce que j'aime pas, en fait, c'est important de le dire, j'ai pas envie de produire pour produire. C'est pas mon idée, je me suis pas lancé dans cette profession pour ça. Il y a des fois, c'est plus le moment, je nettoie mes pinceaux et je vais me promener en nature, dans la petite montagnette à côté, ou dans les Alpilles, ou enfin voilà, c'est pas les endroits qui manquent autour d'Avignon. Bah ouais, juste me reconnecter un petit peu avec la nature, ça c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup. Que ça soit la mer, la forêt, la montagne, une rivière ou autre, c'est vraiment ce qui va générer ma créativité, quoi. Tu dirais que l'œuvre elle naît dans ton esprit de manière claire à un instant T,
ou c'est plus un déclic qui après t'amène devant la toile ou d'autres supports à démarrer le début d'une œuvre? En fait, en général, moi, je connais pas le résultat final de l'œuvre. Je sais où j'ai envie de l'amener, mais je connais pas du tout le résultat. Avec le temps, je réfléchis plus au process que je vais utiliser et quelles seront les étapes de ce process-là. Je me suis clairement rendu compte que le process, il est très important. Si j'ai envie d'amener mon œuvre plus loin et ma démarche plus loin, il faut que je puisse valider ce process-là, que ça soit intelligent et pratique dans ma manière de travailler. Dernièrement, les œuvres que je crée, elles font référence à du mouvement, à des jeux de texture, à de l'abstraction. Mais je me suis rendu compte aussi qu'au final, il y a quelque chose qui me plaisait, que je ne mettais pas assez en avant, c'était cette question d'effacement en fait. Où finalement, on a tendance des fois à trop en mettre. Et avec le temps, j'apprends là à en retirer et à commencer à épurer pour aller à l'essentiel. Mais au-delà de l'épuration de l'œuvre, j'aime bien frotter, j'aime bien gratter, j'aime bien effacer. Et je pense que c'est clairement en lien aussi avec ce qui me plaît et ce que je peux voir dans la rue et en ville. Ma pratique du graffiti m'a amené à regarder forcément la ville différemment et du coup à observer certains murs et jeux de texture de certains murs que je trouve magnifiques, des fois plus beaux que certaines œuvres. Et en fait, c'est complètement aléatoire et spontané, mais souvent, quand il y a un graffiti et qu'il y a un mec de la enfin, de la municipalité qui vient pour le nettoyer, bah, je trouve. Alors, il y a différentes manières, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est juste que des fois, je trouve ça plus intéressant que le graffiti en lui-même. C'est-à-dire que j'aime bien aujourd'hui me rendre compte, c'était pas ça à l'époque, mais là aujourd'hui, je trouve s'il reste qu'un cas et que les trois lettres du mec, elles sont effacées et qu'on voit un petit peu, on arrive un peu à entrevoir un petit peu quel mec c'était, mais que ça crée des flous, ça crée du trouble en fait dans sa pièce. Bah, au final, ouais, je me sens vachement attiré par l'aspect texturé quoi, de l'effacement. On pourrait dire que c'est une seconde vie de l'œuvre. Bah oui, en fait c'est une seconde vie et c'est surtout que en fait dans la rue les mecs qui effacent ça ils se rendent pas compte que c'est comme un cadavre exquis quoi. Je veux dire il devient artiste sans s'en rendre compte quoi. Qu'est-ce que tu recherches à travers ton geste? Qu'est-ce que tu essayes d'obtenir à travers ton geste? Du lâcher prise je pense. Ce qui a été compliqué pour moi c'est de faire la passation entre peindre un mur et peindre une toile. Je pense que les artistes se trompent s'ils peignent de la même manière un mur et une toile. J'ai mis de côté les bombes de peinture, tout ça. Je n'ai pas envie de peindre sur toile avec des bombes de peinture. Après, respect à ceux qui le font, hein. Moi, je porte pas de jugement, c'est pas l'idée, mais c'est juste que pour moi, dans ma pratique, il a fallu passer à autre chose en fait et créer des ponts entre ces deux pratiques-là parce que le lâcher prise, en fait, il est bien plus simple sur un mur que sur une toile. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'un mur, on y a accès assez facilement, que ce soit en graffiti, dans la rue ou sur un terrain. Une toile, déjà, il y a un coût financier, hein. Je veux dire, une toile en lin, ça a un certain coût, hein. Donc, quand tu l'attaques, en fait, t'as pas envie de la squeezer directement. Donc, tu as envie quand même de la respecter. C'est un autre support. J'ai mis du temps à vraiment retrouver le lâcher-prise que j'avais sur un mur, à le retrouver sur toile. Parce que il y a des nouveaux outils et que j'apprivoise aussi mon travail d'atelier et de dualité avec la toile, quoi. Moi, j'ai appris à peindre des toiles au Maroc, en fait, dans un grand lieu qui s'appelle... je dis un grand lieu parce que c'est une sacrée palmeraie, ça s'appelle Jardin Rouge, en fait. C'est à 40 km au-dessus de Marrakech et j'ai plus trop de contact avec toute cette équipe-là. Mais quand je me suis mis à mon compte en tant qu'artiste peintre, euh, je je peignais des toiles, mais franchement, je savais pas peindre des toiles en fait. Il faut être réaliste quoi. Et je m'y intéressais, mais je n'avais pas spécialement le savoir-faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense l'avoir, mais j'ai encore plein de choses à apprendre, quoi. Je veux dire, c'est une histoire sans fin, ce truc. Tout ça pour dire qu'en fait, là-bas, en fait, ça m'a créé un vrai déclic parce que je suis resté 2 fois 5 semaines en résidence et je bossais avec des Marocains qui peignaient des plafonds de mosquées. Et ils peignaient avec des pinceaux à poils très longs.
Et ils les achetaient pas en boutique, hein. Ils allaient couper la crinière de l'âne. C'était très, très roots quand même, quoi. Donc on allait couper la crinière de l'âne, on récupérait sa crinière, on en faisait plusieurs pinceaux. Et en vrai, j'ai jamais peint avec des pinceaux aussi précis et ouf que cela, quoi. Donc même dans le commerce, tu les trouves pas, quoi. Donc ça, c'est une anecdote, mais en fait, à force de bosser là-bas, je voulais bien faire là-bas et je voulais vraiment acquérir des compétences qualitatives sur toile. Et c'est vrai que quand je suis rentré de résidence, j'ai eu regard sur une toile que j'avais commencé avant la résidence qui traînait à l'atelier. Et en fait, je l'ai repensée. Parce qu'en fait, mon regard avait complètement évolué et changé sur mes capacités et mes attentes. Du coup, j'avais plus du tout les mêmes attentes. Et j'ai vraiment... Ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé vraiment la toile affreuse en termes de... Pas dans l'univers, mais plus en termes de qualité, quoi, tout simplement, quoi. Comment sais-tu, ou en tout cas, comment tu détermines le moment où une œuvre est terminée? Pour toi, quand est-ce que l'œuvre est terminée? C'est jamais vraiment simple. Je pense qu'elle est terminée quand je l'ai mise de côté quelques heures, voire quelques jours. Je la laisse vraiment reposer comme une bonne pâte, quoi. Parce que on a trop le regard sur ses propres créations, à un moment donné, on n'y voit plus grand-chose. Et on a du mal à se projeter et savoir si c'est fini ou pas. Alors que quand on laisse reposer, ça fait du bien. Et s'il y a quelque chose à refaire dessus, eh ben, je serai dans une autre énergie, ça serait une nouvelle journée. Et si j'estime qu'en effet, elle est trop fadasse et qu'il manque un truc, bah là, voilà, je sais que j'ai toute ma tête et je peux. C'est un parti pris, quoi. Après, j'assume le fait que ça me convient pas parce qu'il manque des choses, voilà. Et après, il y a des fois où je suis content de moi et je me dis non, là, stop, quoi. Ça, t'as pas besoin d'en rajouter. Ça a été un peu mon problème sur toi, là, je pense, de vouloir équilibrer, remettre des petits trucs et tout. Et en fait, je le fais plus aujourd'hui. Enfin, je pense que même C'est une mon... forme de lâcher prise, du coup, ça aussi. Ouais, voilà, ouais, c'est une forme de lâcher prise. Et puis, je pense qu'aussi, c'est que mon regard, il a mûri encore ces dernières années, en fait, ouais. Et moi, je suis très curieux même de me dire des fois, mais putain, à 60 ans, tu vas revenir sur des toiles que tu as faites et qui te plaisent aujourd'hui à 42 ans. Et en fait, tu vas te dire, ah, putain, c'était pas ouf, quoi. Enfin, j'en sais rien. Enfin, en tout Non, cas, mais je dirais pas ça. il y a plus la même satisfaction. Non, mais c'est pas que c'est pas ouf, mais c'est que c'est pas le même regard. Et en Ouais. fait, vu que c'est. En fait, on est en mouvement, quoi. Je veux dire, donc on évolue. Et puis, heureusement, tu vois. Enfin, je veux dire, j'évolue sur ma manière de penser. Et du coup, bah, mon regard artistique, il évolue en même temps que ma personne, tu vois. Et mes pensées, et voilà. Et je pense, c'est la vie, quoi. Heureusement, en fait, quoi. Sinon, ça serait dommage. Est-ce que tu peux décrire ces moments où, en fait, voilà, éventuellement, tu te laisses surprendre par une matière, par un mélange de couleurs, par voilà, cette part de hasard dans ton travail? Bah, en fait, moi, j'ai tendance à me dire que j'ai pris enfin, j'ai fait ce choix de vie-là pour m'amuser, en fait, et me faire du bien et me faire plaisir. Donc, je vais pas rentrer dans une démarche thérapeutique, même si dans le fond, il y a un peu de ça, mais c'est pas non plus le propos. Ça m'arrive encore de faire des murs, mais beaucoup moins en friche parce que j'ai moins le temps. Ça m'arrive de faire des plans commissionnés pour X ou Y personnes, privé, public, etc. Et en fait, j'ai appris à peindre dans la rue, en tout cas sur mon temps libre, et que là, on était dans une démarche de lâcher prise, entre potes, où clairement, on se faisait la main, quoi. On se posait pas toutes ces questions-là. Et à force, en fait, vu que c'est devenu une profession aujourd'hui, quand maintenant je dois travailler sur un chantier, une certaine réalisation, bah, au final, je me retrouve un peu coincé parce qu'il y a quand même un cahier des charges à suivre. Donc même si le commanditaire il souhaite travailler avec moi, tant mieux, c'est cool. Mais il aura toujours sa petite bête à me dire. C'est quand même rare que le mec te laisse entièrement carte blanche. En général, il va te laisser carte blanche, il va dire ouais mais je te fais confiance, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Puis le jour J, il va toujours essayer de te glisser deux, trois trucs. D'un côté j'aime bien et d'un côté j'aime pas. Parce que finalement c'est pas mal d'avoir des fois un cahier des charges, ça te permet d'avancer et d'aller dans la direction. T'es moins dans une recherche aléatoire ou contemplative, je sais pas comment dire ça, mais voilà, tu sais où tu vas, quoi.
Eh ben, aujourd'hui, c'est quand même à l'atelier que je me retrouve moi-même et que j'ai envie de m'écouter. Et du coup, de me faire plaisir. Et quitte à faire des erreurs et à avoir perdu ton temps et ta journée, au moins tu sais que ça marche pas, quoi, ce que tu as tenté. Je travaille pas sur tablette. Et quand je disais que le résultat, je le connais pas, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de m'amuser et du coup, créer des accidents, créer des erreurs pour pouvoir rebondir et me dire ah mais ça en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire mais putain, en fait ça match quoi, il y a un truc intéressant. Ouais, t'as envie de te surprendre en fait. Ouais, t'as envie de te surprendre, t'as envie ouais, de repousser un peu tes limites quoi, hein. Et puis des fois justement le process que tu vas faire pour un chantier ou sur un mur, bah finalement sur une toile tu te dis ah bah tiens j'ai jamais essayé mais je vais l'inverser en fait plutôt que commencer par je sais pas moi, un Ouais, d'être dans travail. la méthode, quoi, d'être dans le. Voilà, Mm. plutôt que de travailler avec ta brosse en premier, bah tu la mets plus tard et Mm. tu Et vois, tu vois comment ça réagit. t'inverses un peu les process quoi. Ouais, ouais. On parlait de brosse, avant on a parlé d'outils, on a parlé un peu de matière, tu parlais de ton rapport même à des œuvres que tu rencontres dans la rue. Comment tu définis ta relation avec la matière que tu utilises? Moi je travaille beaucoup à l'acrylique. Je viendrai peut-être à l'huile, mais pour le moment c'est pas encore le moment quoi. En fait, il y a une période où je peignais déjà à l'acrylique, mais je mettais un petit peu du spray, tout ça, enfin voilà. En fait, le truc, c'est que j'avais l'impression de travailler sur ordi et je voulais que ça soit hyper clean, hyper carré et tout ça. Et ça m'a un peu lassé parce que du coup, je me suis dit, si c'est pour pondre ça en peinture sur une toile, aussi propre, ou en tout cas tu te prends la tête à ce que ça soit digne d'un ordinateur, bah, autant aller faire une impression, hein. Enfin, clairement, hein. Enfin, tu vois, autant travailler sur Illustrator ou autre, et puis l'imprimer sur toile, l'horreur pour moi, quoi. Enfin, c'est vraiment pas du tout ce que je recherche, quoi. Ça tombe bien, moi non plus. Ouais, voilà. Et du coup, mais ça, c'était il y a quand même une dizaine d'années, et aujourd'hui, bah, j'ai envie qu'il y ait du relief, j'ai envie qu'il y ait de la profondeur, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait un grain Qui est de la vie. particulier. Qui est de la vie en fait. Qui est de la vie, ouais. Ouais, ouais, qui est de la vie. Et c'est vrai que c'est plus vivant une œuvre en peinture comme les dernières qui sont dans l'atelier là que bah ouais ce que j'ai pu faire il y a 10 années en arrière où finalement ouais je renie rien mais parce que ça m'a permis de me développer. Mais c'est juste que je trouvais ça assez lisse en fait avant, beaucoup trop propre en fait, beaucoup trop vectorisé quoi. Voilà. Pourquoi cette technique? J'ai mis de côté la bombe aérosol dans le sens où je l'ai beaucoup trop utilisée et que, en vrai, pour des questions diverses déjà de santé, je supporte plus du tout l'odeur du gaz, ça me pique les yeux, ça me gratte la gorge. Voilà, et vu que je suis en atelier et que je suis en indoor, bah, à un moment donné, oui, il fallait que je me protège de tout ça. Cet aspect nocif là me convenait plus. Et c'est vrai que dernièrement, bah, pour retrouver un petit peu les effets du spray, j'aime bien utiliser un pistolet. Je trouve ça assez ludique en fait. C'est mon nouveau joujou. Ça veut pas dire que je fais tout avec ça, mais j'arrive à intégrer un peu de pistolet parce que il y a des effets que j'aime bien, il y a des effets vaporeux qui me plaisent et ça crée aussi des flous et j'aime bien aussi les flous en fait, de plus en plus. C'est pas quelque chose que je travaille encore à fond, mais je m'y intéresse. J'aime bien ce côté un petit peu trouble, un petit peu que ça peut engendrer en fait. Cet aspect trouble, est-ce que tu trouves que ça amène aussi un peu peut-être une part de rêve dans ton rendu? Pour moi, quand tu lis une œuvre, que ce soit les miennes ou celle d'un artiste, hein, moi je suis très bon spectateur de plein de boulots différents. J'aime bien quand même me prendre une claque visuelle quand je vais dans un musée où je me prends vraiment. Le premier choc, c'est souvent graphiquement, l'équilibre des formes, ce qui se passe sur la toile et tout, c'est vraiment ce qui va m'attirer. Et en fait, après, bah, j'aime bien comprendre aussi comment le peintre a élaboré son œuvre. Et du coup, bah, on revient sur cette histoire de process, mais
Moi, j'ai besoin de comprendre un peu comment il a fait, en fait, quoi. J'aime bien étudier un petit peu son process pour déjà comprendre. Et ça peut aussi m'être utile par la suite dans ma pratique. Je serais assez content, je pense, d'interloquer le passant qui se pose des vraies questions de technicien, quitte même à ce qu'il vienne me voir et me dire ah putain, mais cette phase-là, je comprends pas comment t'as fait, ça, je la trouve ouf, cette partie-là, là. Enfin voilà, c'est un peu le souci du détail, mais finalement, c'est un peu ce qu'on disait quand on était plus jeune dans le graffiti, tout ça, et où il y avait toujours des mecs qui te sortaient des espèces de phases que tu captais pas, quoi. Pour la lecture d'une œuvre, moi j'aime bien aussi interloquer un petit peu le spectateur et qui se pose un peu ces questions un peu techniques, quoi. Après, c'est pas une fin en soi, la technique, parce que en vrai, j'ai pas envie de vendre mon art en disant je suis un technicien. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, je suis pas du tout un technicien. Enfin, contrairement à des mecs qui vont faire de l'hyperréalisme ou des trucs comme ça, je suis loin de leur technique. Mais par contre, j'ai mes techniques à moi, quoi. Et ça a beau être dans l'abstraction, ouais, ça reste du savoir-faire quand même, quoi. Tu as tes recettes, comme on dit. Exactement. On y revient parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, mais plus en dehors de l'œuvre, quand tu disais que pour t'inspirer, bah, t'allais te promener, t'allais te connecter à la nature. Quel est ton rapport au temps, en tout cas perfectionniste? Enfin, oui, voilà. Dans le Ouais. perfectionnisme, En je fait, c'est dirais. jamais parfait. Moi, je suis un éternel insatisfait, hein. Clairement, aujourd'hui, les œuvres que j'ai pu faire à l'époque, même la thématique m'intéresse moins qu'aujourd'hui. Et je l'ai trouvé un peu trop lisse parce que c'était fait d'une manière trop scolaire presque, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, quoi, qui m'a un peu agacé vers la fin, quoi. Comment tu perçois le temps d'une œuvre? Tu parlais tout à l'heure aussi du moment où tu la laisses reposer. Comment tu décrirais ton rapport au temps? Il y a encore quelques temps, j'avais tendance à commencer une œuvre, à m'obstiner à la finir, en tout cas à travailler que sur elle. Aujourd'hui, je préfère en avoir trois, quatre en cours. Je dis ça parce qu'en fait, quand il y a un blocage sur une œuvre, ou au-delà d'un blocage, quand il n'y a plus de plaisir à la peindre, parce que tu as l'impression d'être un exécutant, ça m'intéresse pas en fait. Du coup, je préfère passer à autre chose et revenir sur elle plus tard. Avant, je mettais une semaine, voire des fois 2 semaines sur un format type 50F. Parce que voilà, j'étais pointilleux, voilà, je voulais qu'il n'y ait rien qui dépasse, tout ça. Et en fait, ça m'a rendu un peu fou, en fait, quoi. Je me suis rendu compte que je prenais plus assez de plaisir pour faire ce boulot-là et que j'avais l'impression d'être dans un truc boulot d'usine, quoi, presque, quoi. Et pour à la fin, pas être entièrement satisfait du résultat, quoi. Vu que j'ai un peu retravaillé un peu mes outils, mon process, tout ça, j'avance plus vite. J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Voilà. Voilà. Tu te laisses plus le temps parce que tu t'es libéré de la contrainte du temps. Avant, tu voulais absolument, limite, de créer comme une occupation, quelque chose qui te fait oublier le temps, alors qu'aujourd'hui, tu apprécies d'autant plus parce que tu vas plus vite et que tu apprécies le temps qui reste en dehors de l'exécution, finalement. Ouais, ouais. Après, il y a plein de facteurs aussi qui font que en fait, j'ai moins le temps qu'avant. Là, aujourd'hui, les journées, elles sont plus courtes, quoi. Il faut que j'aille chercher ma fille à 17h. Enfin, du coup, en vrai, t'as quand même une vraie contrainte. Et il faut. J'aime pas cette idée d'optimiser le temps, mais il faut quand même être réaliste, quoi. À un moment donné, j'ai besoin d'avancer dans mes créations. Pas dans ma production, hein, dans mes créations. Il y a quelques années en arrière, là où je me suis trompé, il fallait que j'optimise le temps pour avoir un max de production. Et aujourd'hui, franchement, je préfère avoir beaucoup moins d'œuvres, mais qu'elles soient quali et qu'elles soient en adéquation totale avec mon engagement artistique et ma vision de ce que j'ai envie de produire dans le temps. Voilà. Donc on en revient quand même à ça. Quand je me suis lancé dans cette aventure de vouloir faire plus que de la peinture, il y avait quand même une réalité économique. Moi, je suis issu d'une famille classe moyenne. Je veux dire, ça fait longtemps que je suis indépendant, autonome, voilà. Mais je suis comme tout le monde, hein. J'ai mes factures. Enfin voilà, la vie elle est chère, on sait ce que c'est, quoi. Donc, il faut quand même assurer.
Et je crois qu'en fait, mon côté un peu anxieux et angoissé a pris un peu trop le dessus sur ces questions-là. Et c'est là où je me suis trompé à me dire il faut que je produise parce qu'il faut que je vende des tableaux. Non, en fait, c'est faussé en fait. Enfin, là, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, mais en fait, moi, ma priorité, c'est de me sentir bien et épanoui en fait. Vendre des tableaux, c'est bien. Mais si je vends pas ces tableaux-là, finalement, je ferai autre chose. L'équilibre économique et l'équilibre de développement personnel, finalement, moi, je suis tranquille à l'atelier. Quand je suis à l'atelier, c'est que je suis tranquille, quoi. C'est que je peux voir venir un peu. Ça veut dire que j'ai bien bossé avant, peut-être sur des chantiers ou j'ai fait d'autres missions, toujours en lien avec ma pratique. Mais en fait, j'ai pas envie de réduire mon temps d'atelier à un temps de production, car en fait, mon rôle, il est pas là. Et je pense que c'est se voiler la face de penser ça. Parce que si tu peins pour plaire, déjà, tu te trompes. Je pense. J'ai pas envie de peindre pour plaire. J'ai envie de peindre d'une manière très égoïste pour moi. Et si je suis intègre, authentique, dans mon process, ma démarche et mon investissement artistique, eh ben, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais la sensibilité qui sera donnée sur l'œuvre, elle sera authentique et elle pourra toucher un potentiel acquéreur ou passionné, quoi. Qu'est-ce qui reste donc de la main une fois l'œuvre achevée, selon toi? C'est une peinture qui est contemplative, je pense. Pour faire le lien avec la nature et tout ça, en fait, moi, si je vais en nature, c'est pour m'évader. Donc, en fait, j'ai besoin d'évasion. Et la peinture, elle retranscrit ce lâcher-prise et cet aspect évasif. Moi, j'aime bien les saisons. J'aime bien les 4 saisons, en fait. En fait, j'aime bien. Je trouve que c'est une force, quoi. Enfin, tu vas te promener, les couleurs d'automne, c'est magnifique. Le printemps, pareil. Je joue avec mes souhaits de gamme colorimétrique et j'avance un peu comme ça, mais comme un designer dans la mode. Et d'ailleurs, la mode, je suis pas hyper calé en mode, mais j'aime bien quand même tous les ans regarder un petit peu les tendances, ce qui se fait. Voilà, parce que ça m'intéresse en fait, ça, et puis ça va m'influencer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, bah, cette série-là qui est sous tes yeux là dans l'atelier, elle s'appelle, c'est un triptyque du coup, il s'appelle Été indien. Et en fait, c'est des couleurs à la fois un peu automnales, qui évoquent un peu la fin de l'été. On rentre petit à petit dans l'hiver. Il y a des couleurs un Tout peu en chaudes. ressentant quand même une chaleur, hein, quand Et même. ouais, il y a encore une petite chaleur. Où finalement, ce que tu as capté et ce que tu projettes sur la peinture, ça nous permet de nous évader dans ta peinture, Ouais, en fait. il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi paysage un peu onirique, un univers abstrait, ok, mais on peut y voir plein de choses. Et moi, ça, je dirais pas ce que j'y vois et tout. À mes yeux, quelque chose qui est fait pour apaiser les consciences. Le piège, c'est de faire de la déco, c'est de faire du décoratif. Voilà. C'est le piège de l'abstrait, en général. C'est le piège de l'abstrait. Mm. Ouais. T'as des gens qui vont te dire ouais, c'est beau, ça ira bien chez moi. Bon, ok, je sais pas comment je dois le prendre ça. Parce que ça fait plaisir et en même temps, tu dis ouais, bon, j'avais pas vraiment non plus envisagé d'entendre ça parce que c'est pas que ça. J'ai pas envie de faire que du beau. Ça veut pas dire que je vais faire des choses moches ou impactantes et tout. J'essaye d'être le plus intègre possible, mais je cherche pas la beauté en fait. J'adore, par exemple, bon, il y a plein d'artistes que j'aime bien, mais si on en parle d'un, par exemple, plus jeune, je tombe sur une œuvre de Basquiat, et lui il avait cette facilité, je trouve, à allier le bleu et le vert. Un vert kaki avec un bleu un peu plus clair. Je trouve ça magnifique en fait, le bleu clair avec un vert kaki. Alors que c'est pas des couleurs qu'on mettrait tout de suite côte à côte, quoi. Mais C'est pas rationnel. c'est pas, voilà. Pour en parler longtemps, mais c'est juste que c'est sans fin en fait le jeu des couleurs et il n'y a pas juste un listing à respecter, quoi. Quelle est ta perception aujourd'hui de l'art avec toute cette technologie qui vient un petit peu, dont certains ont peur d'être remplacés? Qu'est-ce que devient l'art pour toi? Bah, je me la suis posée cette question. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, il faut accepter certains outils tout en les craignant aussi.
L'IA, ça va être une révolution, ça l'est déjà. Il y aura des bons côtés et il y aura des horreurs aussi. Et Qu'est-ce que ça change pour toi? l'humain, en règle générale, il a besoin d'être confronté à l'homme. Je dis pas qu'il achètera pas des œuvres. De toute façon, on l'a déjà vu avec les NFT, hein. Les NFT, quand c'est... Bon, ça n'a pas vraiment tenu, hein, ce Ah, truc-là. ça s'est Mais, effondré. Si on doit à un moment donné sortir le vivant de tout ça, bah, qu'est-ce qui fait effectivement qu'une œuvre est vivante? la personne qui aime l'art et qui pratique ou qui est juste passionnée, amateur, tout ça, elle a envie d'être confrontée à une œuvre qui est faite par l'homme pour soit l'acquérir, soit continuer à voir ses expos, peut-être même rencontrer l'artiste. On fait quand même partie du vivant, quoi. Je veux dire, si à un moment donné, l'IA se met à faire des tableaux, je dis bien des tableaux, hein, genre pas des représentations graphiques, tout ça, parce qu'elle le fait déjà, de toute façon. Non, mais techniquement, une IA avec un robot qui peint. Oui, qui peint. D'ailleurs, il y a déjà des mecs qui s'amusent à faire ça, même des artistes, entre guillemets. Ouais, des artistes qui se servent de drones ou de trucs Voilà, comme c'est ça. Mais ça, ouais, mais pour moi, c'est encore différent parce que du coup, il se sert de l'outil, mais il y a un homme derrière, quoi. C'est C'est ça. pas un robot qui est devant son tableau. Et puis surtout, on va dire il utilise une technologie, mais il met en scène quelque chose. Donc déjà, on n'est plus dans je passe une commande, j'ai un rendu, et en fait, entre le début et la fin, en fait, finalement, je suis jamais intervenu. Il n'y a jamais eu de questionnement, de doute, même de vie, en fait. L'artiste, pendant ce temps-là, il a Bah, fait regarde. autre chose et le truc a été généré, quoi. Donc on pourrait même dire c'est une commande en fait. C'est un peu comme si toi, tu faisais que des commandes. Est-ce que tu te considérais artiste si tu faisais que des commandes? Bah non, enfin, c'est vrai que ça, on oublie souvent de leur dire en fait. Je veux dire, là maintenant, tout le monde parle de l'IA, 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 mais faut quand même reclarifier le truc et dire que c'est artificiel, quoi. Le mot, il est là, quoi. Je veux dire, ce mot-là, il est quand même Il important. est juste. Ouais, et puis, enfin, c'est pas la vraie vie en fait, les gars. Hmm. Ça peut être un super outil, mais c'est artificiel. C'est aussi mon point de vue, mais aujourd'hui, il y a d'autant plus de la place pour l'art à partir du moment où, on va dire, la technologie essaye de remplacer quelque chose qu'elle ne peut pas remplacer. Bah oui, oui. Donc finalement, à partir du moment où elle peut entre guillemets tout faire, il n'y a plus ce questionnement, il n'y a plus ce rapport en fait à notre histoire, à notre. Non, et puis même, t'imagines, admettons que l'IA devienne vraiment créateur ou artiste. Putain, on n'aurait plus de biographie, on n'aurait rien en fait. Tu vois. Oui, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire de l'art, C'est quoi. fini. Ouais. Parce que moi, personnellement, j'aime bien contempler les œuvres de tel ou tel artiste, Et comprendre mais j'ai d'où envie ça de vient. comprendre, tu Bah vois. oui. Ouais. Là, c'est pas intéressant en fait. Si ça. tu sais que c'est juste des lignes de code à un moment donné, un instant T que tu peux même pas percevoir parce que c'est des milliards de lignes de code, c'est des 0 et des 1 à la vitesse de la lumière presque. Ça y est, comme tu dis, c'est creux, il n'y a plus rien. Tu es là, c'est le vide en fait. Tu dis, bon, bah ok, bon, du coup, je vais essayer d'en voir une autre. C'est la même chose, elle a été générée en une seconde, mais à quel intérêt Non, mais en fait? on perd du contenu, on perd du sens à tout ça. Et enfin, ouais, non, franchement, c'est triste. Moi, ça me fait un peu flipper, mais en même temps, c'est la valeur des choses en fait. C'est le présent, c'est se lever le matin, touiller ses couleurs. Enfin, tu vois, c'est pas juste peindre un tableau ou un mur, tout ça. C'est quand même. C'est un savoir-faire, quoi. Je veux dire, C'est ça pour toi une œuvre vivante? Là, ce que tu décris, c'est quoi une œuvre vivante pour toi? c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et qui génère et qui me suit depuis un moment. Et donc, elle est vivante parce que bah, Elle évolue d'ailleurs. elle évolue. Parce que moi, je parle d'une œuvre dans l'ensemble des œuvres, quoi. C'est pas genre Ouais. juste une œuvre, c'est mon œuvre, quoi. Ouais. Et elle est en perpétuelle mutation, en fait. Elle a un début, elle aura une fin. Bah, en fait, Et même après la fin, mais elle vivra encore parce que c'est Bah, ce qui est l'avantage intéressant, des en fait- œuvres, c'est qu'elles vivent après ta mort, quoi. Ah, j'allais y venir, mais Ouais. ce qui est intéressant, c'est que je reviens un peu sur l'art urbain, tout ça, mais parce que voilà, moi j'ai grandi avec tous ces trucs-là, la culture post-graffiti de 2000, où l'idée c'était de faire un tampon, d'en mettre le plus possible. Genre, j'en passe, mais genre alors j'ai rien contre Monsieur Chat ou d'autres, mais il y avait ce truc visuel un peu logotype. Il y en a plein, hein, les Anglais, les toasters, tout ça, les Italiens, tout ça, il y en a plein. Et en fait, à un moment donné, j'étais bien plus jeune, donc ça me parlait. Et avec le temps, en grandissant, tu te dis, mais putain, en fait, je vais... Parce que moi aussi, j'en ai eu des logos, enfin des espèces d'images fortes comme ça que j'allais coller à l'époque et tout. Et en fait, tu te dis, mais on recherche une forme de liberté dans l'espace public parce que quelque part, on voulait se faire un nom, genre être quelqu'un et tout. Pour au final le saturer.
pour au final saturer l'espace public avec un seul visuel qui te ramène dans un délire mégalomaniaque à ton identité pour finalement t'enfermer dans une création qui est reproduite à une échelle infernale où au final, en fait, ce que tu veux à la base, c'est être libre. Pourquoi, en fait, tu ne te permets pas d'aller plus loin dans ta création et pourquoi tu imposes le même logo à toute la ville, tu vois, alors qu'en fait, ta démarche première, c'est de te sentir libre, en fait, tu vois. Quand tu prends un peu de hauteur et de recul là-dessus, tu sais, on a été biberonné à la société capitaliste avec la pub, les logos, nani, nana, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Mais en fait, on s'enferme dans ces trucs-là. Et moi, je reviens sur ma pratique, à 42 piges aujourd'hui, bah, je me rends compte que j'ai envie de satisfaire et continuer d'apprivoiser ma liberté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas de prix. Et du coup, je ne vais pas me mettre des freins aux mains pour rester dans un truc qui plaît. Parce que genre, admettons, ah, ça c'est cool, ça marche, bah, je peux faire ça encore pendant 20 ans, ça marche. Bah non, en fait, je vais me faire chier à la fin, tu vois, c'est pas du tout ce que je veux. J'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de faire évoluer ma peinture. Je vais peut-être perdre des followers ou j'en sais rien. Il y en a peut-être qui vont pas aimer les nouvelles périodes, tout ça, mais c'est pas grave, tu vois, je veux dire, après, je suis pas là non plus pour séduire qui que ce soit, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on peut encore parler d'aura dans l'art contemporain? Je sais pas si on peut encore en parler ou pas, mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que je pense qu'un artiste aujourd'hui, c'est une personne qui est spectateur du système et de sa propre vie. Et sans vouloir dire que c'est un visionnaire, il doit être là où on l'attend pas en fait. Voilà. Et si ça marche bien pour pas mal d'artistes contemporains, j'ai l'impression que des fois, ceux qu'on attend le moins, c'est ceux qui vont tout péter, quoi. Parce que justement, soit c'est osé, c'est culotté, ah, c'est ingénieux, c'est créatif, c'est intelligent, voilà. Tout le monde n'a pas ça parce que franchement, c'est dur, hein, mais ouais, pour moi, un bon artiste, bah, c'est quand même quelqu'un qui est de l'avant-garde, quoi, tu vois, qu'on n'attend pas. Et en fait, il est pas là pour caresser dans le sens du poil les collectionneurs ou les institutions culturelles, tu vois. Il n'est pas obligé d'être là non plus pour dénoncer ou revendiquer. Même si c'est important. Oh, il y en aura toujours, je pense. Il y en aura toujours et c'est très important. Mais c'est pas pour moi le rôle même de l'artiste d'être dans un schéma de revendication. Par contre, ouais, j'aime bien qu'ils m'apprennent des choses que j'avais peut-être pas vues sous cet angle-là et que son œuvre, en fait, elle me dit « Ah ouais, ça, j'y avais jamais pensé ». Ouais, Et ce qu'il est en train de me traduire, c'est, admettons, ce qui se passe en forêt amazonienne, tu vois. Ouais, qui te sortent finalement de ton milieu, quoi. Qui te sortent Ouais, voilà. qui te sortent tout simplement. Qui te sortent et qui te permet de t'interroger sur un ou plusieurs faits de société. Pour moi, c'est ça un artiste contemporain, en fait. C'est quelqu'un qui est dans son temps, quoi, dans son époque, quoi. On a vu beaucoup d'aspects et de ton travail, de ta démarche. Comment tu vois ton rôle à travers Viandalisme? L'idée, c'est d'essayer d'interloquer des potentiels commanditaires sur mes œuvres. Bah, déjà, leur faire découvrir mon travail, si possible pouvoir les rencontrer, échanger avec eux. J'ai des choses à leur apprendre, ils ont des choses à m'apprendre, créer du lien social, continuer à être dans le vivant principalement, quoi. Pour finir, est-ce que tu aurais une citation, en tout cas une phrase qui permettrait de conclure, en tout cas une phrase que tu affectionnes particulièrement? Il y en a certainement plusieurs, mais pour en citer qu'une, ça serait une œuvre ne vieillit pas, elle continue de respirer, de Monsieur Soulage. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Hâte de voir tes œuvres vieillir. Exactement. Merci à toi. Merci.